Bon, alors, donc, je vous ai dit que la candidature de Francis Land est présentée pour ces deux assemblées, qu'elles soient générales ou spéciales. Et donc, je vous demande qui est pour la candidature de Francis Land. Je crois que tout le monde a levé la main, c'est donc à l'unanimité, et un vote blanc de Francis Land. C'est bon, là? Pardon. Ça, c'est bon. Alors, numéro 10, désignation des délégués de la commune auprès du syndicat intercommunal du centre équestre de Narcastet. Conformément à l'article L2121-33 du Code général des collectivités territoriales, il convient de désigner les délégués de la commune qui siégeront dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. On peut dire EPCI, maintenant que vous avez l'habitude. Le conseil municipal peut procéder à tout moment en cours de mandat et pour le reste de sa durée à leur remplacement par une nouvelle désignation. Le rapporteur précise que la commune est membre du syndicat de gestion du centre équestre de Narcastet et que ce dernier prévoit qu'elle est représentée au comité syndical par 2 délégués titulaires. En conséquence, il convient de procéder aux désignations correspondantes. Je repose la même question. Est-ce que parmi vous, tout le monde est d'accord, serait d'accord pour voter à main levée pour le délégué titulaire et le deuxième délégué titulaire? Ce sont 2 délégués titulaires que nous allons désigner pour voter à main levée. Qui est d'accord pour voter à main levée? Tout le monde, dirait-on. Je vous remercie. Je vous propose donc la candidature comme premier délégué titulaire de Thierry Annette. Et comme... Je fais les deux en même temps? Ah, l'un après l'autre. Ah, heureusement que j'ai posé la question. Qui est pour la candidature de Thierry Annette? Tu votes pas blanc? Tu votes pour toi? Ah oui, tu vois son patchy. Ah oui, oui, oui. Il a une désignation, enfin une procuration. Donc, merci. C'est donc à l'unanimité, moins une voix blanc, de Thierry Annette. On le dira à Patchy, il sera content. Et puis pour l'élection du deuxième délégué titulaire, j'ai posé la question, tout le monde est d'accord pour voter à main levée. Il n'y a pas d'opposition. Donc c'est que tout le monde était bien d'accord. Je vous propose la candidature de Frédéric Lescudé. Qui est pour Frédéric Lescudé? Voilà. Donc à l'unanimité, moins une voix blanc pour Frédéric Lescudé. Pour la suivante, il s'agit de la désignation des représentants de la commune au sein des différents conseils d'administration. Alors, il convient de désigner les représentants de la commune qui siégeront dans les conseils d'administration des différentes structures de droit privé, ainsi qu'au conseil d'école. Les organismes dans lesquels la commune doit être représentée sont les suivants. Le conseil d'école, où nous avons un titulaire. C'est pas beaucoup, hein? Ah oui, en plus de moi, voilà. Le maire est membre de droit. Voilà, je vous disais quand même. Il me semble que je n'allais pas toute seule. Donc le maire est membre de droit pour toutes ces instances. Hein? Seulement pour le conseil d'école. Ah, c'est dommage. Donc, un titulaire en plus du maire qui est membre de droit. Conseil d'administration du centre social. Là, la commune dispose de 3 postes de titulaires, dont 2 avec voix délibérative. Donc on peut y aller à 3, mais il n'y en a que 2 qui votent. Conseil d'administration de l'œuvre pour la protection de l'enfance et de l'adolescence, qu'on appelle aussi communément OPEA, un titulaire, un suppléant. Ne me parle pas parce que tu me troubles là. Conseil de gestion de la maison de retraite Saint-Léon, un titulaire, un suppléant. Conseil d'administration de la GESA, c'est l'association qui gère l'EHPAD Saint-Léon, un titulaire, un suppléant. Et conseil d'administration de l'association MAD, le maintien à domicile, un titulaire, un suppléant. Donc, il est proposé à l'Assemblée de procéder à un vote au scrutin public, sauf... Là, c'est scrutin public, oui, voilà. Ah donc, là, on peut voter, il n'y a pas d'opposition, mais enfin, on a le droit de proposer directement le scrutin public s'il n'y a pas d'objection.
Alors, pour le conseil d'école, outre ma présence de droit, je propose la candidature de... je fais voter chaque fois. Hein? Donc, la candidature de Nicole Billou. Qui adopte la candidature de Nicole Billou? Ah oui, pardon, avez-vous... Excusez-moi. Je me tourne vers l'opposition. Avez-vous un candidat ou une candidate? Oui, je pense. Oui. On va me présenter, oui. Michael Baraf est candidat. Alors, nous avons donc deux candidatures, Nicole Billou et Michael Baraf. Donc, je le soumets au vote. Qui soutient la candidature de Nicole Billou? Avec la procuration, ça fait 16. Qui... Nicole, tu t'abstiens. Alors, et un blanc, Nicole Billou. Qui soutient la candidature de Michael Baraf? 2 voix et... Ouais, votez pour vous, parce que là... 3 voix. Voilà. Il n'y a pas d'obligation à voter blanc, mais quand on voit qu'on a une large majorité, on peut le faire. Il vaut mieux que vous votiez pour vous, ça fait 3. Conseil d'administration du centre social. Alors là aussi, enfin pas aussi, là nous avons 2 titulaires avec voix délibérative et un titulaire avec voix consultative. Avez-vous des candidatures? Oui. Comment on procède? On demande 3 noms? C'est unilatéral. Donc, pour le premier titulaire, je vous propose ma modeste personne, Monique Sémavoine. Avez-vous quelqu'un à proposer? Moi. Monsieur Glorieux. Et je fais voter au fur et à mesure. Alors, qui soutient la candidature de Monique Sémavoine? Euh, 15 voix et un vote blanc, le mien. Qui soutient la candidature de Monsieur Glorieux? 3 votes pour. Même question pour la candidature titulaire avec voix délibérative de Nicole Billou. Qui présentez-vous? La candidature de Michel Bille. Avez-vous un candidat ou une candidate? Julie Champagne. Alors, qui est pour la candidature de Michel Bille? 15 voix pour, un vote blanc, Michel Bille. Qui est pour la candidature de Julie Champagne? 3 voix. Alors, pour la voix consultative, comment je fais? Je ne l'avais pas du tout sur les... Alors, je vous propose de la même façon une candidature titulaire avec voix seulement consultative, et je vous propose de notre côté la candidature de Marie-Line Peyroulet. Elle est où, Marie-Line? C'est ça? T'es d'accord? Très bien. Qui proposez-vous? Michael Baraf. Donc, qui est pour la candidature de Marie-Line Peyroulet? Anne, non? Oui? Non, je m'abstiens. Tu t'abstiens? Je m'abstiens, je vais changer. D'accord? C'est possible. Donc, 14 voix, une abstention et un blanc. C'est ça? D'accord? Ben voilà. Donc, nous avons Monique Sémavoine, Michel Bille, avec voix délibérative, et Marie-Line Peyroulet avec voix consultative. On vote pour la candidature quand même? Michel Baraf pour la candidature. Michel Baraf. Oui, oh pardon. Je vous demande pardon. Ça paraissait évident, mais il faut le faire, bien sûr. Évidemment, je vous prie de m'excuser, mais c'est tellement répétitif que... Pardon. Donc, qui soutient la candidature de Michael Baraf? 3 votes pour Michael Baraf. Heureusement, j'ai des gens vigilants à côté. Alors, on en est où là? Centre médico-psychologique? On est d'accord?
Alors, je propose la candidature d'un titulaire. Avez-vous un candidat à proposer Pour le centre médico-psychologique Le Château? moi. Oui. Alors, je vous propose, moi, la candidature de Nicole Billou. Alors, qui choisit la candidature de Nicole Billou? Ça fait 15. Un vote blanc de Nicole Billou. Qui soutient la candidature de Philippe Glorieux? 3. 3 pour. Nicole Billou qui est élue. En suppléant, je vous propose la candidature de Joachim Costa. Et qui proposez-vous? Julie Champagne. Qui soutient la candidature de Joachim Costa? 15 voix, un vote blanc. Qui, je pense, qui soutient la candidature de de Julie Champagne? 3. Donc, c'est la candidature de Joachim Costa qui est élue. Pour l'œuvre pour la protection de l'enfance et de l'adolescence, OPEA, comme je le disais tout à l'heure, je vous propose comme titulaire, vous avez quelqu'un à présenter? Alors, Julie Champagne d'une part et Nicole Billou d'autre part. Qui est pour la candidature de Julie Champagne? 3. Qui est pour la candidature de Joachim Costa? Non, pardon, Nicole Billou. Avec tous ces noms, je m'y perds. Moi aussi, d'ailleurs. Voilà, donc 15 et un blanc. Et en suppléant, je vais vous proposer Joachim Costa, d'où mon erreur de ligne. Et qui proposez-vous? Moi. Monsieur Glorieux. Qui est pour la candidature de Monsieur Glorieux? 3 voix. Qui est pour celle de Joachim Costa? 15 voix et un vote blanc. Joachim Costa. Alors, maison de retraite Saint-Léon. Je vais vous proposer la candidature comme titulaire de Nicole Billou. Avez-vous quelqu'un à présenter? Non. Non. Alors, je vous soumets la candidature seule de Nicole Billou comme titulaire. Qui est pour? Une belle unanimité et un blanc. Même question pour la GESA, qui est donc l'association qui gère... Ah, il y a un suppléant. Ah oui. Alors, pour le suppléant, je vous propose Roger P. de Flous. Vous ne proposez pas quelqu'un, j'imagine. Donc, je vous propose la candidature de Roger P. de Flous, qui est pour... Unanimité et un blanc. Alors la GESA, qui est l'association qui gère la maison de retraite Saint-Léon, il nous faut également un titulaire, un suppléant. Je vous propose la candidature de Nicole Billou comme titulaire. Avez-vous quelqu'un à présenter? Non, je vous propose donc sa candidature comme titulaire qui est pour. Donc unanimité et un blanc. Et comme suppléant, je vous propose encore Roger P. de Flous, qui est... avez-vous quelqu'un, pardon? Non. Qui est pour Roger P. de Flous? Unanimité et un blanc. Pour l'association de maintien à domicile des deux rives du Gave, je vous propose la candidature comme titulaire de Nicole Billou. Avez-vous quelqu'un à présenter? Oui, moi. Monsieur Glorieux. Qui est pour la candidature de Nicole Billou? 15 voix et un blanc. Qui est pour la candidature de Monsieur Glorieux? 3 voix. Comme suppléant, je vous propose la candidature de Céline Lacoste. Avez-vous quelqu'un à proposer? Julie Champagne. Alors, qui est pour la candidature de Céline Lacoste? Ah, je vais la chercher.
Alors, donc 15 pour et un blanc. Et qui est pour la candidature de Julie Champagne? 3 voix. Donc c'est Céline Lacoste. Ah, je vais passer le micro, ça va changer un peu, et me reposer, à Nicole Billou qui va nous présenter la désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Délibération 12-2020 des désignations des membres de la commission d'appel d'offres. Le maire expose au conseil municipal que la commune doit élire la commission d'appel d'offres, CAO, obligatoire au titre des articles L. 1414-1 du Code général des collectivités territoriales. Elle rappelle que la CAO est compétente pour décider l'attribution des marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen prévu à l'article L. 2123-1 du Code de la commande publique. Il ajoute que la CAO doit également émettre un avis sur les projets d'avenant au marché susmentionné entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5%. Elle indique qu'il convient d'élire les membres du conseil municipal appelés à siéger à la commission d'appel d'offres. Elle précise à ce sujet que la commune, comptant moins de 3500 habitants, la commission se compose du maire ou de son représentant, président, et de 3 membres élus par le conseil municipal à leur représentation proportionnelle au plus fort reste. Elle signale également que selon les mêmes modalités, il appartient au conseil municipal d'élire 3 membres suppléants appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci. Le maire indique enfin que s'agissant du fonctionnement de cette commission, les textes ne font que prévoir les règles de quorum. Elle propose donc que la commission soit convoquée avec un délai franc de 3 jours. La convocation comprendra un ordre du jour succinct, la date et le lieu de la réunion. Elle sera adressée par courriel aux membres, sauf si ceux-ci sollicitent par écrit de recevoir leur convocation en version papier en précisant l'adresse. Ces séances ne seront pas publiques. Le président de la commission aura une voix prépondérante en cas de partage de voix. Les modalités de vote seront les modalités ordinaires, pas de vote secret ou public, vote à main levée. Elle invite donc les candidats à présenter leur liste avant de procéder à l'élection. Est-ce qu'il y a une liste? Merci. Eh bien non, je vous invite donc à présenter vos candidats, sachant que nous avons, je ne veux pas me tromper, 3 titulaires et 3 suppléants. On peut le présenter sous forme de liste commune? Non, il faut que ce soit des listes séparées. 3 titulaires, 3 suppléants, mais je peux les présenter, les nôtres, sous forme de liste. Et l'opposition aussi, sous forme de liste. 3 titulaires et 3 suppléants. Je suppose que c'est aussi un scrutin secret, sauf... C'est secret, d'accord. Alors là, nous allons voter avec les petits bulletins qui sont devant vous. Je vais vous proposer les 3 noms que je présente au nom de la majorité et je demande à l'opposition si elle a 3 noms à proposer pour les mettre en concurrence de vote. Donc avec vous 3 noms à proposer, oui, c'est-à-dire une liste. Et je m'empresse de dire que pour voter pour cette liste-là, on écrira sur le bulletin le premier des 3 noms. Et de la même manière, ceux qui veulent voter pour la liste que je vais présenter mettront le premier nom des 3 noms que je vais vous proposer. C'est pour identifier les listes. Ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas élus ou éligibles, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'on dit c'est la liste un tel. Et c'est autant de noms qui seront élus à la proportionnelle. Est-ce que ça va, c'est clair ou pas? Est-ce que quelqu'un trouve que ce n'est pas clair?
C'est bon. Alors, je vous dis les noms de la liste que je présente pour la majorité, qui sont Bruno Vermès, Roger Pédeflous, Francis Land, pour l'élection des membres titulaires. Ceux qui choisiront cette liste peuvent se contenter d'écrire Bruno Vermès sur le bulletin. Quelle est la liste que vous proposez? Philippe Glorieux, Julie Champagne et Michael Baraf. Donc dans l'ordre, Philippe Glorieux, Julie Champagne, Michael Baraf. Donc ceux qui choisissent cette liste peuvent, enfin doivent, il vaut mieux que ce soit tout le monde pareil, écrire le nom de Philippe Glorieux. Ça désignera sa liste de 3. Donc je vous laisse voter. Et on va passer parmi vous pour recueillir votre petit bulletin, je vous plie en 4. Donc je vais appeler la secrétaire de séance Jennifer d'Aragon qui va m'assister pour le dépouillement de ce scrutin. Tiens, je vais ouvrir. Tu vas lire. Je suis Dominique Valentine. Bruno Vermès. Philippe Glorieux. Philippe Glorieux. Philippe Glorieux. Bruno Vermès. 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 C'est Vermès Bruno. On va accepter. On va accepter. Bruno Vermès. Bruno Vermès. Bruno Vermès. Bruno Vermès. Bruno Vermès. Bruno Vermès. Et Bruno Vermès. On recompte, ou vous avez comptabilisé, on peut recompter. 1, 2,
2, 3, Philippe Glorieux. C'est bon? Merci. Nous allons passer à... Alors, je répète ce que M. Domenech me dit, parce que la liste Bruno Vermès, donc les trois, Bruno Vermès, Roger Pédeflous, Francis Land, obtient au titre du quotient des sièges 2 sièges et au titre du plus fort reste le 3e siège. Donc, elle obtient les 3 sièges pour Bruno Vermès, Roger Pédeflous, Francis Land, et l'autre liste obtient 0 siège. Pour l'élection des membres suppléants, on doit procéder de la même façon. Je vous propose donc une liste de 3 noms qui pourra être représentée par le premier nom en tant que liste sur le vote qui va suivre. Il s'agit pour la majorité de Anne Chauvency, Michel Bille, Joachim Costa. C'est ça, je ne me suis pas trompée? D'accord. Avez-vous des candidats? Non. Non? Pas de candidats. Alors, dans le cas où il y a une seule candidature de liste pour chaque poste, si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture. Donc je vous donne la liste. Je vous donne lecture de la liste qui est automatiquement et instantanément élue dans la mesure où elle est seule liste. Donc Anne Chauvency, Michel Bille et Joachim Costa. Je vous rends les bulletins, les versions. La délibération suivante, numéro 13. Désignation d'un correspondant défense pour la durée du mandat. Nicole Billou va nous la présenter, si tu veux bien. Oui. Une circulaire du 26 octobre 2001 a instauré au sein de chaque conseil municipal une fonction de conseiller municipal en charge des questions de défense. Ce conseiller a vocation à devenir un interlocuteur privilégié pour la défense et les questions qui y sont relatives. Ainsi, il est destinataire d'une information régulière et est susceptible de s'impliquer dans la nouvelle réserve citoyenne et de s'occuper du recensement militaire. Concrètement, chaque conseil municipal se doit de désigner un tel correspondant et d'en transmettre les coordonnées au préfet. Un appel à candidature est lancé. Donc, je présente la candidature de Michel Bille. Est-ce que l'opposition a un candidat à présenter? Non. Non. Je demande si on peut voter à main levée d'abord. C'est pas un scrutin secret? Si. On peut faire à main levée, directement. Ça n'est donc pas un scrutin secret. Donc, je propose la candidature de Michel Bille qui est pour. Eh bien, il est élu à l'unanimité et un vote blanc. Félicitations. Pour la suivante, Nicole Billou va nous présenter la signature des actes en la forme administrative. Le maire peut être amené à établir des actes en la forme administrative pour des opérations intéressant la commune, plus particulièrement des acquisitions ou des aliénations de terrain. Ne pouvant être à la fois le rédacteur et le signataire de ces actes au nom de la commune, elle invite le conseil municipal à désigner un adjoint à cette fin. Elle propose de désigner M. Roger Pédeflous, premier adjoint, et en cas d'empêchement de ce dernier, Mme Nicole Billou, deuxième adjointe, pour signer les actes en la forme administrative. Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal. Je continue, on passe au vote d'abord? Oui, je vous propose donc de désigner M. Roger Pédeflous, premier adjoint, et en cas d'empêchement, Nicole Billou, deuxième adjointe, pour signer les actes en la forme administrative.
C'est une désignation que je soumets au vote du conseil municipal. Alors, qui est pour? Eh bien, il n'y a pas d'opposition ni d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais vous présenter la suivante. Ah, les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Le conseil municipal, vu les articles L2123-20 et L2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales, vu le décret du numéro 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, vu le procès verbal d'installation du conseil municipal en date du 25 mai 2020 constatant l'élection du maire et des 5 adjoints au maire, vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions à l'ensemble des adjoints ainsi qu'à certains conseillers municipaux, dont je vais vous donner les délégations. Roger Pédeflous, adjoint délégué aux travaux, à la voirie, au patrimoine et aux espaces publics. Nicole Billou, adjointe déléguée à l'administration générale, à la solidarité, au personnel communal et aux écoles. Francis Land, adjoint délégué à l'urbanisme et aux grands projets. Nicole Dufaux, adjointe déléguée à la vie culturelle. Michel Bille, adjoint délégué à la vie citoyenne et associative. Bruno Vermès, conseiller municipal délégué aux finances et au PPRI. Anne Chauvency, conseillère municipale déléguée à la qualité de vie. Joachim Costa, conseiller municipal délégué au sport et aux associations sportives. Considérant que la commune se situe dans la strate démographique de 1000 à 3499 habitants, 3500. Considérant que pour une commune de cette strate démographique, le taux d'indemnité de fonction du maire est fixé de droit à 51,6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. 51,6%. Considérant la volonté de Madame le maire de la commune de diminuer le taux légal d'attribution considérant que pour une commune de cette strate démographique, le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un adjoint et d'un conseiller municipal titulaire d'une délégation de fonction est fixé à 19,8% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Considérant l'obligation de respecter l'enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints en exercice. Considérant que les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les sujétions et les dépenses qui résultent de l'exercice de leur charge publique. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints, des conseillers municipaux et le cas échéant du maire à sa demande pour l'exercice de leur fonction dans la limite des taux fixés par la loi, décide en article 1er le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux et dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale fixée au taux suivant. Pour le maire, 47,5% au lieu des 51,6% de droit de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Pour le premier, le deuxième, le troisième adjoint, 18,7% au lieu de, je n'ai pas le bon chiffre, 19,8% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Pour le quatrième, le cinquième et c'est tout.
pour le 4e, le 5e et les 3 conseillers municipaux délégués, 9,40% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Article 2. Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice. Article 3. Ce régime indemnitaire débutera à la date d'installation du conseil municipal. Article 4. Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. Est-ce que vous avez besoin que je reprenne la liste des délégations d'adjoints et de conseillers municipaux? Qui souhaite que je la répète? C'est bon. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je peux soumettre au vote. Je peux soumettre au vote. Qui est favorable à cette délibération? Qui est pour? Pas d'opposition, pas d'abstention. Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 16. Octroi d'une indemnité de conseil au comptable public. Je m'empresse de vous dire d'avance que c'est une délibération purement administrative que toutes les communes votent à l'occasion de l'installation de leur conseil municipal et que je laisse présenter par Roger Pédefous ainsi que la suivante. Octroi d'une indemnité de conseil au comptable public. Le conseil municipal de la commune de Mazères-le-Zon, vu l'article 97 de la loi numéro 82-213 du 2 mars 1982, modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, vu le décret numéro 82-979 du 19 novembre 1982, précisant les conditions d'octroi d'indemnité par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État, vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités de conseil allouées par les communes aux comptables. Après avoir entendu le rapporteur dans ses explications complémentaires et en avoir délibéré, décide de demander le concours du comptable public pour assurer les prestations de conseil, de lui accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an, et précise que cette indemnité sera calculée selon les bases de l'article 4 de l'arrêté interministériel susvisé et devra être attribuée à M. Jérôme Ituria, trésorier du Centre des Finances publiques de l'Escar. Bon, il n'y a pas de débat, hein, c'est une obligation. Donc je soumets au vote qui est pour cette délibération. Elle est adoptée à l'unanimité. Merci. La suivante, M. Pédefous, autorisation de poursuite donnée au comptable. Autorisation de poursuite donnée au comptable. Le maire expose à l'Assemblée qu'en matière de recouvrement des titres de recettes dans les conditions réglementaires, les poursuites sont soumises au visa de l'ordonnateur. En matière de poursuite par voie de commandement, l'ordonnateur peut dispenser le comptable public de solliciter son autorisation de poursuivre par ce biais. Cette dispense peut être permanente ou temporaire, générale ou particulière. Dans un souci d'allègement de la démarche et de meilleure gestion de la procédure de recouvrement, le maire propose donc de donner au comptable public de la commune, de façon permanente, cette dispense d'autorisation en matière de poursuite par voie de commandement. Le conseil municipal, où il est exposé du rapporteur après en avoir délibéré, dispense de façon permanente le comptable public de la commune de solliciter l'autorisation de l'ordonnateur pour les poursuites par voie de commandement en matière de recouvrement des titres de recettes. Voilà, là aussi, délibération systématique dans toutes les communes, sans débat, je suppose, pas de questions. Donc je la soumets à votre vote, qui est pour. Pas d'abstention, pas d'opposition, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Je vais vous présenter la délibération numéro 18, recrutement de personnel temporaire pour la mise en œuvre d'une garderie de jour dans le cadre de la pandémie de la Covid-19. Vous savez, mes chers collègues, qu'à l'issue du confinement le 11 mai 2020, la rentrée scolaire s'est faite de manière échelonnée sur la base du volontariat des parents et avec un nombre journalier au quotidien, maximum d'enfants par classe, 15 enfants maximum en élémentaire et 10 enfants maximum en maternelle. Cette reprise progressive, toujours en vigueur, a pour conséquence que les enfants n'ont cours que 2 jours par semaine en présentiel, comme on dit maintenant, sur les 4 jours de classe habituelle. Alors, afin d'aider les parents prioritaires, les soignants, les policiers, les personnels travaillant dans les écoles, ainsi que les parents dans l'obligation de reprendre leur travail et n'ayant aucune solution de garde, la commune a souhaité mettre en place un accueil de jour pendant le temps scolaire pour accueillir leurs enfants. Face à l'urgence de la situation et aux contraintes sanitaires durant le confinement, le conseil municipal, qui est compétent pour la création d'emplois en cas d'accroissement temporaire d'activité, n'a pas pu être réuni préalablement à la mise en œuvre de ce service provisoire. Du jour au lendemain, il a fallu être réactif et prendre des décisions. Aussi, je propose au conseil municipal de décider de manière rétroactive et jusqu'à la fin de l'année scolaire, fin juin, début juillet, pas plus, la création de 3 emplois non permanents d'adjoints territoriaux d'animation à temps non complet pour assurer le service de garderie de jour pendant le temps scolaire mis en place par la commune. Ces emplois seraient donc créés pour la période du 11 mai 2020 jusqu'au 3 juillet 2020 inclus. La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 30 heures. Et ces emplois appartiennent à la catégorie hiérarchique C. Le tableau des emplois sera complété comme suit. Emploi adjoint d'animation. Le grade associé, c'est adjoint territorial d'animation. La catégorie hiérarchique, je viens de le dire, c'est catégorie C. Pour un effectif budgétaire, on l'a vu également, de 3 personnes. Et un temps hebdomadaire moyen de travail de 30 heures. Le fondement du recrutement en qualité de contractuel se retrouve dans l'article 3.1, au premier, de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. L'emploi est pourvu par le recrutement d'agents contractuels en application des dispositions de l'article 3.1 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, relative à la fonction publique territoriale, qui permet le recrutement d'agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale cumulée de 12 mois par période de 18 mois consécutifs. Heureusement, on en est loin et espérons qu'on en restera là à la date du 3 juillet. L'emploi pourrait être doté du traitement afférent à l'indice brut 356. Donc, je vous propose de décider la création à compter du 11 mai de 3 emplois non permanents à temps complet, d'adjoint territorial d'animation, pour 30 heures de travail hebdomadaire en moyenne, et que ces emplois soient dotés du traitement afférent à l'indice brut 356, et de m'autoriser à signer les contrats de travail correspondants et d'adopter l'ensemble de mes propositions. Et je vous garantis d'avance que les crédits sont suffisants, bien sûr, et seront prévus au budget de l'exercice. Y a-t-il des questions ? Alors, plus fort. Micro. C'était juste une remarque. Anne Chauvency. Si, ça marche. C'était juste un constat pour remercier ce qui a été mis en place pour les parents, parce que tout ça a été fait bien sûr de façon gratuite pour les parents, et je pense que c'est une chance qu'on a pu avoir en tant que... Voilà, je pense que ceux qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui à l'école ne le savent pas, mais c'était la gratuité. Ces journées complètes de garderie étaient gratuites, alors que l'on emploie des personnes. Oui. Voilà. En effet, nous étions tout à fait fondés à
à demander un tarif ou à tarifer la prestation de la garderie de jour. Merci de le préciser, Anne. Mais de la même manière que dans l'urgence, il a fallu recruter des animateurs pour organiser cette garderie de jour qui permettait aux enfants de rester à l'école dans le cas où leurs parents étaient requis pour exercer leur profession prioritaire ou bien devaient se remettre au travail parce que ce sont des artisans ou des indépendants qui n'ont pas de solution et surtout qui n'ont pas de revenus, je le disais tout à fait au début du conseil municipal, qui n'ont pas de revenus tant qu'ils sont obligés de rester à la maison pour garder leurs enfants. Il fallait en urgence trouver une solution et nous avons donc recruté 3 personnes pour cette garderie 2 jours. Mais de la même manière qu'on a fait ça en urgence, sans délibération donc, du conseil municipal, qui à l'époque était l'ancien conseil municipal, je vous rappelle, puisque c'était le 11 mai, donc c'était avant l'installation de ce conseil municipal. Nous n'avons même pas imaginé une tarification de cette garderie de jour, alors que tout au long cours de l'année scolaire, les parents qui ont recours à la garderie du matin et à la garderie du soir, bien sûr, paient cette garderie du matin et cette garderie du soir à la commune qui délibère sur un tarif chaque année. Et voilà, nous n'avons délibéré ni pour le recrutement de ces 3 personnes en urgence, et ni d'ailleurs pour établir un tarif de journée. Et nous avons donc décidé, parce que les familles, beaucoup ont fait beaucoup d'efforts déjà pour être requises dans leur profession prioritaire, et d'autres beaucoup d'efforts en perdant véritablement des revenus conséquents pendant 2 mois, eh bien la mairie aura fait aussi cet effort de non-tarification de la garderie de jour. Et je te remercie de le rappeler, de le souligner, parce qu'en effet, c'était quand même aussi une grande satisfaction pour les parents de découvrir que finalement, voilà, ils avaient cette prestation gratuitement. Y a-t-il d'autres interventions ou des questions? Il n'y en a pas. Donc je soumets cette délibération à votre vote. Qui est pour? Je crois que nous sommes à l'unanimité, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. La suivante, il s'agit d'une prime exceptionnelle qu'on appelle Covid-19 pour le personnel communal. Car une prime exceptionnelle peut être versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif pour faire face à l'épidémie Covid-19 et assurer la continuité des services publics. Donc je propose au conseil municipal de verser cette prime exceptionnelle pour le personnel de la commune de Mazères qui s'est particulièrement investi pendant toute la durée du confinement. Et je précise qu'il appartient au conseil municipal de se prononcer sur les modalités d'attribution de cette prime exceptionnelle. Les bénéficiaires seront les fonctionnaires stagiaires et titulaires, s'il y en a, les agents contractuels de droit public, s'il y en a, ou des agents de droit privé, s'il y en a. Quel montant? Le montant de cette prime exceptionnelle est de 1 000 € au maximum. Il sera attribué de manière individualisée, je m'empresse de le préciser, aux agents concernés en fonction du nombre de journées durant le confinement, de journées qu'ils ont travaillé pendant toute la durée de confinement. Tout le monde n'est pas venu travailler le même nombre de jours. Au début, certains ont été complètement confinés, puis sont revenus sur demande, par exemple les services techniques. On leur a demandé de venir entretenir les terrains de football, certains espaces qui demandent un entretien régulier, sans quoi ces espaces-là risqueraient d'être dégradés durablement. D'autres à la mairie, au service administratif, n'ont jamais complètement cessé de travailler, mais se sont relayés pour nous aider à assurer une permanence permanente, c'est donc une permanence, n'est-ce pas? Voilà, et donc se sont relayés.
Et donc la prime sera versée, bien entendu, proportionnellement aux efforts qui ont été fournis par ces personnels. Et je veux en profiter publiquement pour les remercier. Il n'y en a qu'un ici qui est à mes côtés, mais les autres membres du personnel qui sont venus chaque fois qu'on les a appelés sans problème, quoi, avec beaucoup de conscience professionnelle, avec cette fierté de continuer le service public et de le permettre. Donc ils ont tous été là chaque fois qu'on a eu besoin de les faire revenir, soit de façon régulière, soit de façon ponctuelle. Et vraiment, c'est agréable quand on travaille dans une collectivité où les choses se font aussi facilement. Pareil pour le personnel qu'on a fait revenir quand on a rouvert les écoles. Les ANSEM, les personnels d'entretien, les animatrices, tout le monde était là sur le pont la veille du premier jour de reprise. Heureux et heureuses de reprendre leur travail, parce que d'abord on s'ennuie quand on ne fait rien, et puis parce que c'était surtout un signal très optimiste pour avancer et combattre cette mauvaise période et retrouver les enfants qu'ils aiment tant. Donc, j'en reviens à ma délibération. Pour les modalités d'attribution, peuvent percevoir la prime exceptionnelle les agents particulièrement mobilisés pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail en présentiel. Seront considérés, notamment comme sujétion exceptionnelle, le contact avec le public, la durée de mobilisation, la nécessité de réagir rapidement et la contrainte de temps, et le type d'intervention et l'exposition aux risques sanitaires. Seront considérés comme un surcroît significatif de travail la mobilisation pour organiser le plan de reprise d'activité et une hausse des tâches à réaliser liées à la pandémie. Les agents ayant été placés intégralement en autorisation spéciale d'absence ne peuvent pas percevoir cette prime exceptionnelle, puisqu'ils ont été intégralement en autorisation spéciale d'absence, et donc rémunérés, mais en absence. Et enfin, l'attribution individuelle fera l'objet d'un arrêté individuel du maire. Le maire fixera les bénéficiaires au regard des modalités d'attribution définies par l'Assemblée, les modalités de versement. Mais ça fait partie de cette délibération, tout ça? Bon, c'est un peu répétitif, je trouve. Les modalités de versement, mois de paiement, etc. Le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par le conseil municipal, et ce montant est individualisé et peut varier. Le versement de la prime exceptionnelle est donc non reconductible, puisqu'elle est exceptionnelle. Cette prime, point 5, est cumulable avec le régime indemnitaire de la commune. Tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, au résultat, et le versement d'une indemnité compensant des heures complémentaires et ou supplémentaires. Donc, après m'avoir écouté dans mes explications complémentaires, considérant l'article 11 de la loi numéro 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 et le décret numéro 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie du Covid-19, adopte les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle et son montant plafond, en précisant que les dispositions de la présente délibération prendront effet à la date de transmission de la délibération au contrôle de la légalité des services de l'État et que les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice. Y a-t-il des questions ou des remarques ou des interventions? Je crois que j'ai tout dit. Et encore une fois, je remercie les services pour leur engagement et leur sens du service public.
Alors, je soumets cette délibération à votre vote, qui est pour. À l'unanimité, cette délibération est adoptée et cette prime exceptionnelle sera versée aux agents selon les modalités que j'ai décrites. La délibération suivante sera présentée par Francis Land. Il s'agit de l'actualisation du tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier 2021 et que l'on doit voter avant la fin du mois de juillet. Donc nous l'avons passé maintenant pour ne pas être pris de court, que l'on appelle TLPE, taxe locale sur la publicité extérieure. Francis Land. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2333-6 à L 2333-16, vu la délibération du 17 juin 2011 du Conseil municipal instituant la TLPE, donc taxe locale sur la publicité extérieure, considérant que par délibération en date du 25 juin 2019, le Conseil municipal a fixé le montant de base de la TLPE à 21,10 € le mètre carré pour l'année 2020. Que les tarifs maximaux de base de la TLPE sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année, que le taux de variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac est de plus 1,5% en 2019, source INSEE, que le montant maximum de base de la TLPE, en fonction de la taille de la commune de Mazères-Lezon, s'élève donc pour 2021 à 21,40 € le mètre carré, commune de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et plus, que ce tarif maximal de base fait l'objet de coefficients multiplicateurs en fonction du support publicitaire et de sa superficie. Alors, pour une enseigne de superficie inférieure ou égale à 12 mètres carrés, le montant s'élève à 21,40 €. Donc pour une enseigne de superficie supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés, le montant est de 42,80 €. Pour une superficie supérieure à 50 mètres carrés, le montant est de 85,60 €. Dispositif publicitaire et préenseigne sur support non numérique. Superficie inférieure ou égale à 50 mètres carrés, 21,4 €. Superficie supérieure à 50 mètres carrés, le montant est de 42,80 €. Et enfin, pour les dispositifs publicitaires et préenseignes sur support numérique, pour une superficie inférieure ou égale à 50 mètres carrés, le tarif est de 64,20 €. Et pour une superficie supérieure à 50 mètres carrés, le montant s'élève à 128,40 €. Pardon, 128,40 €, excusez-moi. Donc, toujours considérant qu'il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être différente selon les catégories de support, mais le coefficient multiplicateur n'est pas modulable. Que les collectivités peuvent augmenter ou réduire leurs tarifs à plusieurs conditions. Première condition, la délibération doit être prise avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'application, soit avant le 1er juillet 2020 pour une application au 1er janvier 2021. L'augmentation du tarif de base par mètre carré d'un support ne peut excéder 5 € par rapport au tarif de base de l'année précédente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vote avant? On ne va pas reprendre les mêmes chiffres, c'est le même tableau qui suit sur la page suivante. Et donc les chiffres ont déjà été présentés au conseil municipal. Donc je propose de ne pas recommencer à relire exactement le même tableau. Et je demande au conseil municipal s'il est d'accord pour modifier juste les tarifs proposés comme cela a été présenté. Il n'y a pas de modification. Et juste l'augmentation du tarif de base qui ne peut excéder 5 € par rapport au tarif. Qu'est-ce que vous voulez dire? Juste une petite explication peut-être sur cette délibération très administrative et très compliquée. Explication en fait, de fond. C'est relativement simple. En 2011, dès qu'on a pu voter une taxation des enseignes sur la voie publique,
on s'est précipité pour le faire, effectivement. Il y avait deux raisons essentielles. La pollution visuelle, effectivement, avec des publicités qui fleurissaient un petit peu partout. On a une zone commerciale qui était particulièrement touchée. Donc dès que l'État en fait, nous a permis de le faire, on l'a fait. On ne s'est pas gêné non plus pour demander la tarification maximale, ce qui a fait que les gens se sont effectivement régulés par rapport aux dimensions. S'il y a toutes ces dimensions de panneaux, c'est qu'effectivement plus c'est grand, plus on fait cher. Donc ça on l'a fait et ça nous a permis de récolter effectivement une rentrée de taxes supplémentaires pour la commune et en particulier à l'époque on a réussi à financer une partie des TAP, des temps d'activité périscolaire à l'époque qui coûtaient quand même relativement cher à la commune. On avait réussi à équilibrer avec ces ressources complémentaires qu'on avait récupérées. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en la foulée on vous propose effectivement de suivre la grille des tarifs qui est donnée par l'État. Mais on a vu quand même que globalement l'effet est quand même bénéfique puisque sur la zone commerciale aussi les gens se limitent au strict minimum de ce qu'ils peuvent faire parce que dès qu'on touche au portefeuille effectivement... C'est très dissuasif puisque depuis qu'on l'a instauré il n'y a pas eu de nouveaux panneaux publicitaires supplémentaires. On est toujours avec les mêmes depuis 2011. Il n'y a pas eu de nouvel emplacement qui a été installé. Et côté zone commerciale, certaines enseignes ont réduit la surface de leurs enseignes, parce qu'il n'y a pas seulement la publicité au sens primaire du terme, il y a aussi l'enseigne elle-même qui est calculée, qui rentre dans le calcul de la publicité extérieure. Donc certains ont réduit beaucoup la surface de leurs enseignes et de leur publicité. Donc, comme c'était pour faire baisser la pollution visuelle, ben, ça a fonctionné. Et puis tant qu'à avoir de la pollution visuelle, ben, autant que ça rapporte à ceux qui doivent la supporter, hein, c'est-à-dire les habitants du lieu où elle est implantée. Donc ça rapporte un peu d'argent. Ça ne nous rend pas très riches, mais ça nous a bien mis du beurre dans les épinards et ça nous a aidé à financer les temps d'activité périscolaire à l'époque où ils se sont imposés à nous. Alors, il y a un petit détail à la fin de la délit quand même qui concerne l'exonération pour une certaine taille d'enseigne. Ça c'est à destination de nos artisans. Voilà. Les petites enseignes qui flèchent nos artisans et les petites entreprises locales, celles-là, on les exonère à hauteur de 50% d'une partie de la taxe, voilà, pour ne pas pénaliser. Alors les grandes enseignes nationales, internationales, Ouais. de qui je parle, eux, j'ai envie de dire, on les taxe au maximum et on essaie d'épargner effectivement et d'être juste avec nos artisans. Voilà, de ne pas les pénaliser. Si tant est qu'ils aient des panneaux publicitaires pour faire leur publicité. Mais pas trop. En tout cas, ça ne les pénalise pas. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Est-ce que ça concerne Julie Champagne. Est-ce que ça concerne aussi les enseignes pour les projets immobiliers, par exemple, ce type d'affichage-là? Ah, c'est une bonne question. Non. Parce que c'est provisoire. Et que c'est une publicité commerciale ponctuelle. Oui, vous pensez au lotissement là, qui sort derrière Leclerc. Ah non. Il faut bien qu'ils vendent, ceci dit. Mais ça va disparaître quand ils auront terminé la vente de tous les lots. Mais on ne peut pas le faire. Ah, on peut pas. Ouais. Dommage, mais non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est plus sur une question de fond aussi. Est-ce que la municipalité a le pouvoir de limiter plus que par la taxation ce type, enfin, donc pas forcément les publicités immobilières, mais les publicités en général visuelles? Est-ce qu'on pourrait empêcher, par exemple? Oui, est-ce que c'est quelque chose sur lequel... Non, on n'a pas trouvé de moyen parce que les annonceurs peuvent s'implanter chez des particuliers. Le particulier, il a le droit de faire installer un panneau publicitaire dans son jardin. Et la commune ne peut pas l'en empêcher. Si on taxe au maximum l'annonceur, il va essayer de trouver un endroit où la publicité fleurira sans payer de taxes. Donc c'est un peu repoussoir pour lui. Mais on ne peut pas lui interdire.
En revanche, s'il veut s'implanter sur le domaine public, la commune peut parfaitement lui dire non. J'entends vous dire que, bien sûr qu'on va lui dire non. On ne va pas lui dire oui pour le taxer, puisque le but c'est d'éviter la pollution visuelle. Donc non, on lui dit non. Autre question? Je peux me soumettre au vote. Alors, qui est pour l'adoption de cette taxe? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci à vous. Délibération numéro 21. Pacification de l'avenue du Général de Gaulle. Convention d'assistance technique et administrative. Et je demande à Francis Land de nous la présenter. Le maire rappelle au conseil municipal sa volonté de réaliser des travaux de pacification de l'avenue du Général de Gaulle. À cette fin, elle propose de confier au service intercommunal voirie, réseau, aménagement de l'Agence publique de gestion locale, acronyme APGL, la réalisation d'une mission d'assistance technique et administrative. Le maire précise que cette intervention suppose la conclusion d'une convention avec l'APGL, dont elle soumet le projet à l'Assemblée, lui demandant de l'autoriser à la signer. Bon. On va en parler dans les délibérations suivantes également de ce projet de réaménagement de la RD 37, l'avenue du Général de Gaulle, qui est un projet qui a démarré il y a plus de 2 ans et demi, avec la rénovation des réseaux souterrains, des réseaux enfouis et à enfouir. Alors, rénovation de l'eau potable, de l'assainissement, des eaux pluviales, de l'électricité, de l'éclairage public, du téléphone, ajout de la fibre, on en a profité pour mettre la fibre enfouie, le réseau de gaz, et je crois que ça va s'arrêter là. Donc tous ces différents réseaux ont été rénovés pendant un chantier qui a duré en plusieurs tranches, et ça fait à peu près 2-3 ans que ça a commencé. L'enfouissement des réseaux est fini, ou quasiment fini, puisque pour l'éclairage public, il reste encore des bricoles à faire. La fin de ce chantier a été interrompue par le confinement, mais ça va venir. Et donc, pendant tout ce temps, de toute façon, il fallait du temps pour préparer le projet de réaménagement en surface. C'est un projet qui a été étudié depuis 1 an et demi. Un diagnostic a été réalisé il y a environ 1 an, au printemps de l'année dernière, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et je l'ai présenté à cette assemblée la semaine dernière dans le détail. Un diagnostic ainsi qu'une synthèse des propositions ou des solutions envisageables pour le réaménagement de ce tronçon de voirie départementale qui va de la boulangerie jusqu'à la rue du Gall, à peu près. Voilà. Et pour lequel nous avions évidemment éminemment besoin de bureaux d'études spécialisés, puisque nous n'avons pas dans notre petit village de services techniques ou de services d'études en interne pour porter ce type de projet. Et donc l'ingénierie que nous avons sollicitée est celle de l'Agence publique de gestion locale, avec qui nous avons d'ailleurs travaillé déjà par le passé sur d'autres projets, et avec qui nous travaillons dans une bonne confiance. Alors, à ce stade-là, il nous faut délibérer pour me permettre de signer une convention d'assistance technique et administrative qui s'élèvera, je ne sais pas si ça a été dit dans la délibération, à un montant proche de 50 000 €, 49 864 € hors taxe. C'est de l'ingénierie pure, hein, bien sûr, et qui va nous accompagner tout au long de la réalisation du chantier à venir dans les prochains mois pour le réaménagement
tel qu'il a été présenté mercredi dernier d'ailleurs à l'Assemblée. Tu voulais compléter? Je croyais. Juste simplement pour résumer la convention, là, donc toutes les études préalables sont prévues, effectivement. Aide à la réalisation du projet, avant-projet des travaux, dossier de consultation, assistance à la passation des marchés de travaux, et ensuite tout ce qui est réception de travaux, suivi, contrôle de la bonne exécution des travaux. C'est en fait la maîtrise d'œuvre générale du futur chantier de voirie. Voilà. Et il y en a en tout pour 84 ou 85 demi-journées, voilà, ce qui représente le montant dont parlait Monique de 5, à peu près 42 864 € hors taxe. Merci. Je crois que vous avez, avec la délibération, le texte de la convention. Vous l'avez? Il était joint? C'est ce que j'ai résumé là. D'accord. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération pour financer une convention de maîtrise d'œuvre? Il n'y en a pas. Donc, je soumets au vote. Qui est favorable? Qui est pour? Très bien, c'est à l'unanimité, me semble-t-il. Je vous remercie. Et l'ultime délibération de ce conseil municipal, numéro 22, pacification encore de l'avenue du Général de Gaulle, et là il s'agit de demande de subvention. Je vous rappelle notre volonté de longue date de réaliser des travaux de pacification de l'avenue du Général de Gaulle. Après des travaux de réhabilitation des réseaux, comme je l'ai dit à l'instant dans la précédente délibération, par les différents concessionnaires, eau potable, eau pluviale, assainissement, électricité, téléphone, fibre, tout au long des années 2018 et 2019, la commune a fait également procéder à l'enfouissement et la modernisation du réseau d'éclairage public avec l'installation de nouveaux mâts plus élégants que les anciens et d'un éclairage par LED beaucoup plus performant encore et encore plus économe en énergie. Ces derniers travaux, interrompus, je parle de l'éclairage public, interrompus par le confinement, étaient prévus pour s'achever au premier trimestre qui vient de s'écouler. Par ailleurs, la commune a mis à profit cette longue période de chantier de plus de 2 ans pour étudier un projet d'aménagement en surface avec une réelle volonté de protéger tout particulièrement les riverains qui habitent sur cet axe départemental très fréquenté, ainsi que les cyclistes, piétons et personnes à mobilité réduite qui méritent tout autant de se déplacer en sécurité sur une route apaisée. Sur cet axe qui traverse le village, la feuille de route a donc été de ralentir considérablement la vitesse des véhicules et sécuriser un cheminement doux, malgré l'espace très contraint lié aux bâtis anciens et à l'étroitesse de la voie. Des études de différents scénarios ont été réalisées en lien avec le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement des Pyrénées-Atlantiques, l'Agence publique de gestion locale et le service infrastructure du Conseil départemental, puisque je le répète, c'est une route départementale, gestionnaire, le Conseil départemental, de cette route, en vue d'aboutir à un aménagement final optimum, dans un maximum de contraintes. Un trafic intense, 6000 véhicules par jour, et encore c'est une statistique qui date déjà de plusieurs années, dont des centaines de camions, une vitesse excessive, pas besoin de radar pour s'en rendre compte, une circulation bruyante, une voirie étroite, sans trottoir, laissant aux véhicules de tout gabarit toute la largeur de la rue entre les façades des maisons. Parallèlement, la commune a engagé une réflexion avec le conseil départemental à une échelle plus importante pour rediriger sur les grands axes structurants du département, au travers d'une signalétique adéquate et quasi inexistante à ce jour,
les véhicules, dans les voitures que les poids lourds, qui n'ont aucun besoin de transiter par la RD 37 sur la commune. Finalement, la commune a retenu un projet d'aménagement qui a été présenté d'abord aux commerçants, puis aux riverains le 4 décembre 2019, et enfin à tous les Mazerois en réunion publique le 11 décembre 2019, et qui a pu être amendé sur la base des observations recueillies. Le montant global de ce projet est évalué à 730 500 € hors taxe. Il est toutefois susceptible de bénéficier, c'est l'objet de cette délibération, il est toutefois susceptible de bénéficier de subventions de l'État au titre de ce qu'on appelle couramment, quand on est élu averti, qu'on appelle la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui est dédiée à l'aménagement des espaces publics, cette dotation, et du conseil départemental, en sa qualité de gestionnaire de la route, et également au titre des aménagements de centres-bourgs dans les villages. Le montant cumulé des subventions susceptibles d'être allouées est estimé, espérons que ça ne baissera pas, à 320 110 €, ce qui laisserait à la charge de la commune, pour la globalité de ce projet d'aménagement, une dépense donc de 410 390 €. 410 400 €, on va dire, sur, je le rappelle, les 730 500 € d'enveloppe globale. L'ensemble du projet, les études et le financement étant finalisés depuis décembre dernier, il convient donc à ce stade de l'approuver, ce que nous aurions pu faire avant les élections, mais qui nous a semblé plus républicain de reporter après les élections. On aurait pu le passer au conseil municipal en janvier ou en février. On a dit il y a des élections au mois de mars, on va quand même pas voter un dossier, enfin des subventions ou une convention avec la PGL quelques jours ou semaines des élections. Nous avons, pour des raisons purement républicaines, préféré reporter ces votes après les élections du mois de mars. Malheureusement, il y a eu cette pandémie qui a empêché l'installation du nouveau conseil municipal et donc nous avons pris en plus 3 mois de retard et il est maintenant grand temps de voter pour solliciter ces subventions. Donc je reprends ma phrase. L'ensemble du projet études et financements étant finalisé depuis décembre 2019, il convient donc à ce stade de l'approuver et de solliciter auprès de l'État, du département et de tout autre partenaire institutionnel susceptible d'intervenir financièrement le maximum de subventions possible. Je vous invite donc de décider d'approuver ce projet et de solliciter des subventions auprès de l'État, du département, de tout autre partenaire, subventions sans lesquelles, évidemment, nous aurions une facture extrêmement lourde à assumer tout seul, ce qui serait même impossible à tenir. Et je précise que le financement de cette opération pourrait être réalisé sur fonds libres ou par emprunt, sur des montants qui seront définis dans le budget, etc., que vous connaîtrez tous puisqu'on en débattra. Vous avez en pièce jointe la feuille. Non, vous l'avez pas? La feuille qui présente le financement. Ah, je l'ai présentée mercredi dernier. Ah ben je vais vous la relire. Donc, pour la prestation intellectuelle en maîtrise d'œuvre à la PGL, je l'ai dit tout à l'heure, près de 50 000 €, exactement 49 864. Pour les travaux, alors il y a plusieurs parties. C'est un peu compliqué à présenter oralement. Première partie, de la rue Jules Ferry à la mairie. Pour un total de 366 500 €, la commune prend à sa charge 272 500 € et le département peut subventionner à hauteur de 94 000 €. Pour la deuxième partie, c'est-à-dire de la mairie jusqu'à la rue du Gave, la part communale s'élèverait à 210 000 € et la part départementale à 104 000 €,
pour un montant total de cette deuxième partie de 314 000 €. Je vous le récapitule, la première et la deuxième partie ensemble, ça fait un montant pour la commune qui s'élève à 482 500 € et pour le département à 198 000, donc presque 200 000 €. Le montant total des travaux s'élève en hors taxe à 680 500 et en TTC à 816 600 €. En plus de ces financements, il y a des travaux qui sont finançables par la DETR, c'est-à-dire l'État, la dotation de l'État, pour l'aménagement des espaces publics, pour un montant estimé à 195 000 € pour le coût. La subvention mobilisable s'élève entre 20 et 40%. Donc si on est optimiste et qu'on l'estime à 40%, cela fait une subvention de 70 000 €. Pour les travaux finançables par le conseil départemental au titre de l'aménagement du centre-bourg, 220 000 € de ces travaux-là sont subventionnables pour un montant de 20% versé par le département de 44 000, c'est-à-dire 44 111 €. Il resterait donc pour cette partie-là, à la charge de la commune, 410 252 €. Le planning de l'opération est le suivant. Nous sommes en juin 2020. Donc, nous devons d'urgence déposer ce dossier de demande de subvention de DETR à l'État, idem pour le dossier de demande de subvention au département, parce que tant l'État que le département a des dates limites au-delà desquelles, si on délibère trop tard, eh bien, il ne nous versera pas la subvention. C'est même pas la peine, on n'étudie pas le dossier, c'est non. Donc, la date limite pour nous était le 30 mai. C'est ça, monsieur Domenech ? 30 mai. 15 mai. Et nous avons appris la semaine dernière, le jour où nous avons eu notre réunion générale d'ailleurs, que finalement les délais étaient repoussés de quelques semaines. Donc nous avons jusqu'à la fin du mois d'août, mais nous avions déjà lancé l'ordre du jour de ce conseil municipal, et autant le maintenir dans ce conseil municipal-ci, parce que le prochain, c'est celui du budget, il va déjà être assez long, alors au moins ça sera réglé. Et puis surtout, nous serons ainsi dans les premiers à avoir déposé nos demandes de subvention auprès de l'État et auprès du conseil départemental. Et j'ose croire que les premiers sont peut-être mieux servis que les derniers, surtout dans des périodes où les subventions elles ont tendance un peu à se rétrécir assez facilement. Donc soyons les premiers, et soyons les premiers pour aller porter, pour les défendre, pour aller les chercher, en allant voir les grands responsables des décisions, parce que c'est aussi très nécessaire pour obtenir les subventions. Enfin, il en va en tout cas de la bonne gestion de nos finances publiques communales, et donc ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est de m'autoriser à déposer des demandes de subvention. Voilà, tout ça pour ça, d'accord ? Je ne peux pas déposer de demande de subvention, même avec un projet déjà bien abouti, si le conseil municipal ne m'y autorise pas. Je disais donc qu'en juin, voilà, nous en sommes au dépôt des dossiers de demande de subvention, qu'en septembre, la DCE est en ligne, il faudrait me traduire, la DCE, dossier de consultation des entreprises, pardon, au mois de septembre. Les marchés seront attribués au mois de novembre et le début des travaux pour la tranche ferme doit commencer en décembre. J'espère que ce programme, ce planning tiendra la route, parce que ce serait quand même très important également pour nos finances et nos budgets de commencer les travaux à la fin de l'année de façon à répartir nos dépenses, nos marchés sur 2 exercices, sur celui de 2020, donc si des travaux sont commencés en 2020, on va les payer sur le budget 2020. Et le reste sur le budget de 2021, ça équilibrera, enfin ça partagera, c'est le même montant qu'il faut payer, mais enfin ça
ça va faire passer plus facilement des montants qui sont importants. La fin des travaux serait donc prévue, mais je mets plein de conditionnels, de guillemets, parce que s'agissant de chantier, maintenant, je peux dire, j'ai l'habitude, j'ai toujours été désavouée par les plannings qui ont toujours été en retard. Jamais en avance, mais toujours en retard. Donc, il faut quand même du prévisionnel. Toujours dans le prévisionnel, les travaux seraient donc achevés au mois d'avril de l'année prochaine. Et pour la tranche optionnelle, bah non, c'est pas la tranche optionnelle, c'est le complément d'aménagement au mois de mai, fin des travaux en août, donc en juillet. Et donc, comme ça sera retardé, ça sera en septembre. Voilà, donc c'est un chantier qui va durer encore, je veux dire, on en a encore pour 1 an avant qu'il ne soit achevé, au moins 1 an, et il ne commencera qu'à la fin de cette année. Ça, c'est pour la partie calendrier. Donc, s'il n'y a pas de questions ou de remarques, je vais mettre au vote l'autorisation. Voilà, Julie Champagne. On a une remarque sur, concerne essentiellement la partie approbation du projet qui entre dans cette délibération. En effet, nous partageons avec vous le constat de la nécessité d'agir pour apaiser le trafic motorisé qui traverse le cœur du village. Et nous partageons aussi les objectifs initiaux que vous avez fixés pour cet objectif. Nous avons pu apprécier votre démarche de réhabilitation des réseaux et des voies de surface qui vise à insuffler à cette traversée un esprit de cœur de village. Nous espérons que par ces aménagements, les nombreux véhicules et poids lourds traversant le village soient amenés à ralentir et envisager leur déplacement par d'autres grands axes structurants ou par des modes de déplacement actifs ou collectifs. Nous avons pu également apprécier le travail de vos équipes et des organismes de conseil pour aboutir à ce projet et mesurer le cheminement qui vous a amené à contraindre ou modifier les aménagements retenus. Partant d'objectifs initiaux assez ambitieux, qui auraient très fortement contraint le trafic sur la départementale, mais qui auraient nécessité l'aménagement, probablement aux frais de la commune, d'axes de délestage sur des voies communales parallèles, vous avez abouti à des concessions, certes argumentées, mais qui nous laissent sur notre faim quant aux grands enjeux environnementaux et de changement de nos modes de transport auxquels nous devons faire face, et aussi quant à la modification des circulations à l'échelle du village que cela risque d'entraîner. Plusieurs points pourtant cruciaux nous semblent avoir été laissés sur le bas-côté de ce projet. Il s'agit tout d'abord de l'extension de la zone impactée par ces aménagements qui se concentre aujourd'hui de la rue Jules Ferry à la rue du Gave. Il nous semblerait plus efficace de travailler dès à présent sur l'extension de la zone 30 à l'ensemble de la portion départementale qui passe par Mazères-le-Zon, ainsi qu'aux rues parallèles, dont le trafic a de fortes chances d'augmenter pendant les travaux et lorsque ces nouveaux aménagements seront opérationnels. Or, ceci ne semble pas avoir été prévu dans la planification et le coût de ce projet. Pourtant, le budget nécessaire à l'aménagement de ces voies parallèles, comme option de partage du trafic dans les scénarios que la commune avait envisagés dans l'étude préalable, apparaissait comme un critère rédhibitoire à l'élaboration de ces nouveaux projets. Et nous allons pourtant certainement devoir y faire face. Ensuite, le sentiment d'insécurité des personnes se déplaçant à pied ou à vélo ne s'arrête pas à cette portion de départementale. Il subsiste notamment un véritable point noir sur la traversée de la Rocade, et nous regrettons que ce projet n'inclue pas de réflexion ou de planification de mise en sécurité des piétons et des cyclistes sur ce nœud de circulation. Nous saluons votre volonté de travailler avec le département sur la déviation des trafics de transit vers les grands axes structurants. En effet, c'est en agissant plus en amont sur la nature et les causes du trafic que l'on aura le plus de chances d'apaiser les circulations en cœur de village. À ce titre, nous regrettons de ne pas disposer d'un état des lieux actuel des mobilités qui traversent la vallée. Les comptages que vous nous avez présentés datent en effet de 2010. Des données actualisées auraient été utiles à une estimation actuelle du projet de départ. Elles auraient été également utiles pour calibrer l'efficacité des réalisations ainsi que l'évolution réelle du trafic avant et après travaux. De plus, le travail en intercommunalité ou à l'échelle de l'agglomération nous paraît indispensable pour traiter des modes de déplacement avec un angle de vue plus large et une vision à plus long terme sur les évolutions démographiques des communes périphériques et la nécessité des enjeux de santé et d'environnement d'aujourd'hui et de demain. Pour finir,
Nous espérons sincèrement que l'aménagement de cette portion de la départementale sera le premier jalon d'un apaisement et d'un changement plus général de nos modes de déplacement. Et cela devra nécessairement passer par une volonté politique forte et globale. Nous pensons qu'il ne s'agit là pas uniquement de contraindre les véhicules motorisés sur une portion de départementale, mais d'envisager de manière plus large une politique aussi volontariste pour réduire l'intensité du trafic et favoriser les modes actifs ou collectifs. Et pour cela, la commune pourrait s'engager vers un certain nombre d'aménagements, pourquoi pas temporaires dans un premier temps, pour par exemple sécuriser piétons et cyclistes au-delà de la portion du projet ou sur les axes parallèles qui seront aussi impactés par ce projet-là. Ou encore pour adopter des mesures incitatives pour généraliser, quand cela est possible, les modes actifs. Voilà pour notre remarque. Ben, merci beaucoup pour cette remarque. Le mot est faible, mais c'est très intéressant. Et je dois vous dire que je pense nous, partageons quasi la totalité de ce que vous venez de dire. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre sur tous les points que vous avez évoqués, mais je vais essayer de parler de certains points, de répondre, en tout cas de vous rassurer sur certains points. Vous parlez par exemple d'une extension de ce projet au-delà du tronçon rue Jules Ferry, voilà. Alors, bien entendu, il faudra étendre le projet, et surtout la réduction de la vitesse et la sécurisation de cet axe au-delà du tronçon lui-même. Mais il faut d'abord que je vous explique, peut-être que je n'ai pas été... J'aurais dû y penser la semaine dernière quand on a longuement travaillé sur ce projet. Comment ça se passe? La commune est un village, un petit village, avec ses moyens, son budget, etc. Et donc, comment ça marche? On essaie de profiter de ce que des concessionnaires ont besoin de rénover leur réseau pour dire « Stop, attendez, on ne va pas creuser la route dans tous les sens pendant des mois et des mois pour vous laisser refermer avec du bitume et au revoir. » Parce que c'est ce qui a failli se passer. Un jour, nous avons reçu un courrier, il y a 4 ans au moins, du conseil départemental nous disant bonjour Madame le maire, voilà, nous vous informons que dans telle période de quelques mois, on va tout ouvrir parce que les concessionnaires de réseau doivent rénover leur réseau trop vétuste. Surtout l'assainissement qui était très ancien. Un des premiers réseaux d'assainissement de Mazères, c'est l'avenue du Général de Gaulle. Et donc, sachez-le, voilà, bien gentil, on vous en informe. Et puis après, on referme et on regoudronne. Et là, on a dit, oh papa, stop! Non, 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 vous n'allez pas faire ça comme ça. On va se voir, vous allez venir, conseil départemental, et vous allez faire venir, enfin nous l'avons fait venir tous les concessionnaires de réseau. Et donc eux, ce sont des techniciens, ils savent le métrage linéaire des réseaux à rénover. Tous n'ont pas le même métrage, pas au même endroit, mais en tout cas ils se sont mis d'accord sur un tronçon. Et ils ont dit, ouais, là, de là à là, franchement, ça ne peut pas durer 5 ans de plus. Il faut qu'on change les réseaux. Donc, on va refaire les réseaux. Qu'est-ce que vous avez, vous, mairie? Qu'est-ce que vous avez à dire? Ben, j'ai dit, nous, on ne va pas laisser refermer comme ça parce qu'on aurait exactement la même rue. Or, on veut profiter d'un regoudronnage, on va dire, pour faire quelque chose de mieux, de plus qualitatif, de plus doux, de plus sécurisant, de plus qui ralentisse les véhicules. C'est comme ça que ça part. Et c'est pour ça, c'est à partir de là que le tronçon est défini. Vous comprenez? On n'a pas cette maîtrise-là d'aller au-delà. Oui, bon, si on était très 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 riche, on pourrait dire, bon, on s'en fiche, on aménage jusqu'à Usos et jusqu'à Gelos. Mais on le fera petit à petit en fonction... Voilà. Ce qui nous permet aujourd'hui de faire un projet qui n'a rien à voir avec ce que le département avait prévu de faire, c'est-à-dire au copier-coller ce qu'on a aujourd'hui, hein, en plus joli bitume neuf qui aurait duré 20 ans, comme ça, sans trottoir, sans zone de piétonne, enfin c'est la même chose que les trottoirs, pardon, excusez-moi. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche, d'accord? À partir de là, on peut dire, ben, on va quand même faire ce qu'on peut, au moins sur ce tronçon. Ce qui ne veut pas dire qu'on nie le reste des problèmes par ailleurs. Voilà. Mais comme on vous l'a expliqué, dans les différents scénarios qu'on a étudiés, nous avons
retenu le scénario qui apporte le meilleur résultat du point de vue de la baisse de la vitesse et de la sécurité des piétons et vélos et PMR et poussettes, voilà, et le meilleur, même si ce n'est pas l'idéal, parce que l'idéal, compte tenu de la configuration, vous l'avez très bien vu et très bien compris, je le sais, l'idéal n'existe pas. Parce que quand on n'a que 6,50 m de largeur de voirie au niveau de la mairie, par exemple, et que pour mettre 2 trottoirs, il faudrait 2 fois 1,50 m minimum, et même un seul trottoir 1,50 m en largeur officielle, enfin largeur obligatoire, voilà, et ben, c'est pas possible. Alors, comme on ne va pas racheter toutes les maisons d'un côté ou même des deux côtés pour faire passer d'une voirie large et sécurisée, eh bien, il faut faire avec ce qu'on a. Donc, le plan s'accompagne d'une volonté qui n'est pas là, mais une volonté d'instaurer une signalétique cyclable ou itinéraire cyclable conseillé ou itinéraire doux, on va dire, conseillé, pour faire dévier non pas les voitures et les camions sur les axes adjacents, mais plutôt les piétons et les vélos, on va dire ça pour faire court, hein, piétons, vélos, PMR, etc., sur ces axes adjacents. Nous avons tenu compte aussi d'un élément qui est quand même primordial, c'est aussi l'existence sur ce tronçon de 2 commerces, on va dire, enfin, un commerce, la boulangerie-pâtisserie et la pharmacie, que nous avons consulté aussi, évidemment, hein, et qui était extrêmement opposé à l'aménagement d'un sens unique, très très opposé. Et le sens unique ne nous convainquait pas de toute façon parce qu'il renvoyait de la circulation automobile sur les axes parallèles, pour faire court, rue du Gave des Pyrénées, rue du Limay 1945, ou République et l'ouverture. Donc ça ne nous satisfaisait pas non plus. Bref, ce sont des sujets qui ont été débattus avec les riverains, avec les commerçants, et nous en sommes arrivés au projet que nous avons présenté dans le détail la semaine dernière, et qui, je l'avoue, sans être idéal à 100%, est quand même considérablement meilleur et améliore considérablement la situation par rapport à celle d'aujourd'hui. Voilà. Alors, tu lèves le doigt. Alors, tant que j'ai le micro, je continue. La zone 30. On a défini ce tronçon zone 30 parce qu'on parle de ce tronçon dans le projet. Puisque je vais nous l'expliquer, on ne parle pas du reste, mais on ne le nie pas, le reste. Par conséquent, la zone 30, elle peut englober le projet bien au-delà du tronçon lui-même. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons faire une traversée de village à 30. Et l'élargir, le 30, il est déjà provisoirement sur l'avenue des Pyrénées aujourd'hui, mais il faudra que les panneaux ne soient plus seulement provisoires, mais deviennent définitifs. La rue de la République, la rue République jusqu'au hameau, la rue Louis Barthou sont déjà à 30. Donc il y a tout ce centre du village qu'il faut définitivement mettre à 30, et il faudra trouver les moyens sur les autres axes que celui du projet, strictement, pour faire ralentir la circulation également sur les autres rues. Parce que quand on les fait partir de là pour les envoyer sur l'avenue des Pyrénées, où il n'y a aucun trottoir, une mauvaise visibilité au coin du cimetière, voilà. Vous voyez à quoi je pense. Bon, franchement, on ne peut pas envoyer un flux de voitures passer par là et de camions encore moins. Donc il faut un minimum d'aménagement. Mais un minimum d'aménagement, ça peut s'envisager. Hein, avec des... Bon, je ne vais pas faire le détail ici, on n'est pas en commission voirie, et ça viendra. Donc, oui, nous déposons les premiers jalons de ce projet, et il sera amélioré. Il faudra sécuriser les axes parallèles. S'agissant de la rocade, comme je viens de vous l'expliquer, ça n'est pas l'objet de la discussion, parce que la rocade, c'est encore autre chose, c'est une autre départementale, qui a d'autres contraintes de circulation routière du point de vue du département, mais je ne nie pas que c'est dangereux de traverser la départementale. Je ne le nie pas parce que je le sais, et que je le trouve, et que je le déplore.
Donc ça sera quelque chose à travailler, mais sur un autre dossier que celui-là. D'accord? Voilà, j'ai peut-être d'autres choses que j'ai oubliées, mais je vais laisser la parole à Francis Land qui piaffe. Ah, pardon. Ah ben t'as ton micro perso alors. Non, je piaffe pas d'impatience. J'ai envie de dire que votre constat est juste et vous avez raison sur tous les points. On aurait aimé aller jusqu'à Usos et traiter toute la traversée d'un coup. Comme le dit Monique, c'est un effet quelque part d'opportunité. Les réseaux, on traite d'abord ce tronçon. On vous a expliqué effectivement, je pense, techniquement tout ce qu'on a essayé de faire au mieux. Voilà. Effectivement, on aimerait faire aussi, comme vous, peut-être aller plus vite, aller plus fort, faire un vrai axe structurant sur toute l'entrée de l'agglo, parce qu'on est à l'entrée de l'agglo, on en a parlé l'autre jour, vous l'avez dit, mais je pense qu'on ne peut pas renverser la table du jour au lendemain. Donc ce qu'on fait, c'est une étape, vous l'avez dit, c'est un premier jalon, c'est une transition. Une transition, et dans 10 ans, il faut espérer qu'effectivement, on soit sur des modes actifs, on ait changé de mode de déplacement, et que notre avenue du Général de Gaulle soit une vraie voie apaisée. Voilà. Mais ça va prendre du temps. Voilà. Je pense qu'on va essayer de faire au mieux sur ce projet-là, déjà, et lancer effectivement les choses. Mais c'est difficile de faire d'un coup et d'impulser comme ça un changement si rapide. Voilà. Sur le constat, on est d'accord. On est d'accord. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Voilà. Et puis, quand ça existera, cet aménagement, je crois que les gens qui viendront de Usos, on va dire, et au-delà, ou de Pau, Gelos, Jurançon et au-delà, et qui voudront traverser Mazères, finiront par se dissuader de traverser Mazères, s'ils n'en ont pas absolument besoin. S'ils peuvent prendre d'autres axes pour faire Pau-Naï, par exemple, ils prendront d'autres axes. Parce que franchement, je ne vais pas revenir sur le dossier techniquement, mais entre 2 plateaux ralentisseurs et 3 écluses qui vont filtrer tellement le trafic que c'est la vraie seule solution qu'on a trouvée pour faire rouler les gens à 30, ils ne pourront pas aller plus loin, plus haut, plus fort. C'est impossible. Parce que les occasions de réduire sont tellement fréquentes qu'ils seront obligés. Et bien, ce qu'on veut, c'est les dégoûter de passer à Mazères, en fait. Hein, c'est ce qu'on a dit l'autre jour en réunion. Espérons que ça marchera. Voilà. Et donc, il y aura d'autant moins de gens qui iront sur les itinéraires bis, qui ne sont pas exclus de la réflexion. Mais là, on parle bien d'un tronçon pour des raisons techniques que vous avez comprises, je crois. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose? Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, il s'agit d'adopter le projet et de m'autoriser à demander les subventions, toutes les subventions possibles et imaginables qu'on pourra essayer de récupérer. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. 16 voix pour et 3 abstentions. Ok. Je vous remercie. Cette délibération est votée. Eh bien, je crois que nous en avons terminé. Il est minuit moins le quart. Docteur Schroeder. Il est minuit moins le quart. Je vous remercie pour votre attention et pour la qualité de l'écoute et des échanges tout au long de ce vrai premier conseil municipal, on va dire. Je ne suis pas dans la possibilité de vous donner la date du prochain conseil municipal, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera avant la fin du mois de juillet. Mais avant, nous aurons l'occasion de nous revoir, puisque nous allons faire ce conseil du mois de juillet pour voter le budget 2020. Et pour voter le budget 2020, il va falloir le travailler dans la commission des finances. Et on ne fait pas un budget en une seule réunion comme ça, donc vous serez invités. Qui c'est qui vient en finance déjà? C'est vous. Voilà. Donc vous aurez l'occasion de participer à ces travaux des finances au moins 2 ou 3 fois avant de les adopter en conseil municipal. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, une courte nuit pour celles qui se lèvent à 3h du matin.
et une plus longue pour les autres. Et je vous dis à bientôt. Merci, bonne semaine. Au revoir.